Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans un nouvel épisode de Réaligné, le podcast qui t'aide à être plus aligné dans ton corps, dans ta tête et avec le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question simple. Est-ce que le jeûne intermittent, c'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que ça fait vraiment gagner de l'énergie et perdre du poids ? Est-ce que c'est peut-être plus complexe qu'on pourrait le croire ? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pauline Budinski, qui est diététicienne, nutritionniste et qui va tout nous expliquer. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, le laboratoire NHCO, spécialisé en acides aminés, et nous vous en reparlerons à la fin de cet épisode. Alors vous le savez, comme à chaque fois que je vous parle de compléments alimentaires, évidemment, 99,9% de l'épisode vous donne des conseils de santé que vous pouvez faire juste avec l'alimentation générale, le sport, les connaissances et ainsi de suite. Mais si vous voulez aller plus loin, les conseils sont en fin d'épisode. Alors Pauline, le jeûne intermittent, un épisode d'1 heure que je te demande de résumer en 4 mots. C'est bien ou c'est pas bien ? On nous dit pas toute la vérité. Ah ouais ? Ça fait pas 4 mots, mais presque. On nous dit pas toute la vérité ? Non. Explique-moi un peu. Déjà, je pense que c'est important de remettre du contexte. C'est quoi le jeûne intermittent ? C'est une manière de s'alimenter et j'ai même envie de dire, de base, c'est censé être un mode de vie. Les gens qui le pratiquent sont vraiment là en disant « je pratique le jeûne intermittent et c'est un mode de vie ». Ça sert à rien de faire le jeûne intermittent sur 2 semaines, on va dire. Donc, le but, et le plus connu, c'est le fameux 16-8, où tu vas manger sur une fenêtre de 8 heures. Alors, tu manges pas pendant 8 heures, mais tu peux manger sur cette fenêtre-là. Et tu vas jeûner pendant 16 heures. Donc, cette méthode-là, c'est celle qu'on voit, je dirais, depuis une dizaine d'années maintenant, qui est très différente des jeûnes sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur, on a quand même le droit de manger et on a quand même le droit de s'alimenter de manière équilibrée. Aujourd'hui, on nous a vendu le jeûne intermittent comme quelque chose d'indispensable presque pour perdre du poids, que ça permettait de se sentir beaucoup plus en forme, que ça permettait au corps de faire léger, j'allais dire le fameux détox qu'on entend beaucoup aussi aujourd'hui, en disant, si vous faites le jeûne intermittent, vous allez complètement renouveler vos cellules cellulaires et ça va être hyper intéressant pour votre corps. On peut renouveler ses cellules cellulaires. Alors, je profite de ce petit hiatus parce que moi, j'ai 2 blagues à faire que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Oui, je suis lourd, mais j'ai besoin de faire ces blagues. Tu nous as dit qu'on devait manger sur une fenêtre. Moi, je préfère manger sur une chaise et sur une table. Voilà, c'était ma première blague. Mais deuxième, beaucoup plus sérieuse. Est-ce qu'il faut forcément être intermittent du spectacle pour faire du jeûne intermittent ? Merci beaucoup. Retrouvez-moi tous les samedis soirs au Stand-Up Café Théâtre sur la route d'Albi face à la Poste. Vous pourrez me retrouver avec mes meilleures blagues, la blague de la fenêtre et la blague du jeûne intermittent. Voilà. Parfait. Donc, je suis désolé, il fallait que je les fasse parce que je me connais, sinon je les aurais traînés pendant 45 minutes et vous m'auriez vu avec mon sourire. Faut pas être frustré, c'est important. Revenons aux choses sérieuses. Donc, ça peut renouveler nos cellules. Très bien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis en avant pour être soi-disant en meilleure santé. Ce que je peux comprendre, parce que sur le principe, forcément, si on a une phase de jeûne, ça veut dire que le corps va peut-être puiser plus dans ses réserves et ça va permettre aux cellules, encore une fois, de se renouveler. Maintenant, sur papier, et ce que dit la science, c'est un peu plus nuancé. Déjà, par rapport à la perte de poids, là, il y a une étude toute récente qui est sortie en 2025, donc une étude quand même d'une ampleur assez importante, qui montre que non, le jeûne intermittent ne fait pas plus maigrir qu'un déficit calorique global. Je le rappelle, pour perdre du poids, ce qu'on cherche, c'est d'être en déficit calorique. Maintenant, des déficits caloriques pas non plus très importants. Et ça a montré que sur 6 mois, on perdait en moyenne maximum 4 kilos. Hyper important, juste, tu l'as dit rapidement, mais quand tu dis pas très important, pour que les gens se rendent compte, et pourquoi est-ce qu'un déficit calorique trop important, ça ne marche pas ? Alors, quand on dit un déficit calorique pas trop important, généralement, on est sur 10% de nos besoins énergétiques globaux, d'où l'importance de quand même se faire accompagner, parce que c'est des choses qu'on peut pas inventer, j'ai envie de dire. Et après, pourquoi ? Tout simplement parce que on va épuiser l'organisme, surtout si c'est des personnes qui font aussi du sport, d'un point de vue renouvellement musculaire, ce sera pas qualitatif. Et pour les personnes qui pratiquent moins de sport, généralement, quand on est dans des déficits caloriques trop importants, d'un point de vue santé mentale, c'est compliqué parce qu'on va se retrouver à craquer beaucoup plus, on va être épuisé et c'est vrai qu'au final, on a tendance à se dire non mais j'en peux plus, je lâche et je reviens à mes mauvaises habitudes. Donc ce fameux effet yo-yo, quand les gens essaient de faire des régimes, tiennent pendant X semaines, c'est pas souvent, au bout de combien de temps les gens craquent ? 3 mois. 3 mois. 3 max. Donc ils vont réussir à perdre pendant 3 mois, ils vont se sentir bien, ils vont être contents, mais finalement au bout de 3 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Ils craquent complètement et ils reprennent une alimentation, même j'ai envie de dire, avec encore plus d'ampleur. Et ils ont tendance à manger encore plus que ce dont ils ont besoin, d'où l'importance en fait
moi, perso, c'est ce que je mets en consultation. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, je dis il faut donner et mettre en place des bonnes habitudes parce qu'en fait, c'est les bonnes habitudes qui permettent de se sentir bien et de garder ça sur le long terme. Ton alimentation, si tu n'es pas bien dans ton alimentation, tu ne seras pas bien dans ta tête. Donc, en fait, si tu fais un régime restrictif, tu ne peux pas être bien dans ta tête. Toute restriction, peu importe dans la vie, j'ai envie de te dire, mène généralement à un mal-être. Au début, on se dit ah, c'est trop cool, je perds. Mais en fait, on se rend compte que psychologiquement, c'est trop compliqué et puis ça coupe d'un point de vue social aussi, donc c'est très compliqué. D'un point de vue familial, ça donne pas forcément des schémas qu'on aime trop aussi parce que maman, elle a mangé sa salade et puis tout le monde peut manger son plat de pâtes. Donc ça aussi, c'est pas non plus l'image qu'on a envie de renvoyer. Et en fait, j'aimerais vraiment mettre en avant que l'alimentation, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est beaucoup de gris et beaucoup de nuances. Et en fait, si on mangeait juste correctement, qu'on apprenait à comprendre nos portions, parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on a beaucoup de soucis de portions quand même, donc comprendre nos portions et bouger aussi un peu plus que ce qu'on ne bouge, généralement, il n'y a pas besoin de se priver. Et donc, en fait, dans cette étude-là du jeûne intermittent, c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant, que, en fait, non, le jeûne intermittent n'aide pas à perdre plus que, en fait, une autre méthode de perte de poids. Sachant que c'est pareil, il y a certaines personnes qui... Du moment qu'il y a un déficit calorique. Voilà, du moment qu'il y a un déficit calorique. Et c'est vrai que donc, la manière la plus simple de faire le jeûne intermittent, c'est de zapper le petit déjeuner. Il y en a qui enlèvent le repas du soir, mais très couramment, c'est le petit déjeuner qu'on ne va pas consommer. Mais en fait, au final, quand tu enlèves un petit déj, tu enlèves quasiment 500 calories sur ta journée. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, les personnes se retrouvent à avoir peut-être plus faim dans la journée, à avoir plus envie de grignoter, ce qui est contre-productif parce que le but du jeûne intermittent, soi-disant pour perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique. L'autre point, c'est qu'il y a des personnes qui adorent petit déjeuner. Moi, perso, tu m'enlèves le petit déj, je suis trop triste parce que j'aime trop manger. En fait, si tu as un bon petit déjeuner qui est équilibré, encore une fois, avec des portions adaptées, tu n'as pas à avoir peur du petit déjeuner. Donc, c'est vrai que cette notion-là, je pense que de jeûne intermittent, s'il y a des personnes chez qui vraiment ça leur fait du bien, il n'y a aucun souci. Mais il faut qu'il soit fait intelligemment où normalement, on est censé reporter les calories manquantes du petit déjeuner sur le reste de la journée. Ça veut dire que si tu enlèves 500 calories de petit déj, tu es censé le reporter sur ton matin, plus ou moins une collation, et ton soir pour éviter d'avoir ce sentiment de fringale. 2 questions. Est-ce qu'un jeûne intermittent, il doit être strict? C'est-à-dire que ces fenêtres de 8h, 16h, donc c'est pendant 16 heures, je ne mange pas. Je prends mon dîner, admettons à 20h, 21h. Je me réveille, je prends pas de café, je prends pas de thé, je prends rien du tout. Ça, j'aimerais bien, même si on reviendra évidemment sur le non-côté miracle du jeûne intermittent. Est-ce qu'un jeûne intermittent peut être bien fait ou mal fait? Et est-ce que ça change quoi que ce soit, qu'il soit bien fait ou mal fait? Il peut être bien fait, et comme je le dis, alors il y a certaines personnes qui prennent pas de petit déjeuner depuis la nuit des temps, parce que tu sais, ils ont un peu ce sentiment de nausée dès le réveil, le système digestif qui est un peu... Moi, c'est mon cas. voilà, tu vois. Donc dans ces moments-là, on t'a jamais dit « Ah, tu fais jeûne intermittent ». Non, moi je prends pas de petit déj parce que j'aime pas spécialement prendre le petit déj. Donc en fait, normalement, pendant cette phase-là, tu peux boire tout ce que tu veux en boisson non sucrée. C'est encore une fois, si tu décides de faire le jeûne intermittent, toi aujourd'hui, si c'est juste une histoire, t'aimes pas spécialement prendre un petit déjeuner, si à 10h tu veux prendre une collation, il n'y a pas de souci. Mais si tu décides de mettre un mot sur ton alimentation et donc de faire le jeûne intermittent, tu ne dois rien consommer jusqu'à ton repas 16 heures après, 16 heures après le dernier repas. Donc, du thé, du café, oui. De l'eau, évidemment. Et après, ton premier repas calorique, on va dire, ce sera entre midi et 13h. Pourquoi le jeûne a des bénéfices? Pourquoi le jeûne a des bénéfices? La ponctuation, c'est important. En fait, le jeûne, aujourd'hui, alors c'est pour ça que je vais quand même apporter pas mal de nuances. En gros, comment le corps fonctionne? Tu vas manger ton repas, ton corps va tout digérer. Ça va faire des stockages donc, de glycogène, qui est l'énergie principale de notre organisme pour fonctionner. Ce glycogène-là, on le stocke au niveau du foie et des muscles notamment. Ton glycogène, une fois que tu vas commencer à ne plus manger et à dormir, ton corps va puiser dans ses réserves de glycogène petit à petit. Et quand il va puiser dans ses réserves de glycogène, au bout d'un moment, tu n'as plus de glycogène. Et on a remarqué que c'était au bout de justement 14-16 heures qu'on commençait vraiment à être sur des phases de glycogène très très basses. Et dans ces cas-là, ton corps switch et il ne va plus utiliser donc, le glycogène donc, à partir du glucose comme énergie principale. Il va utiliser ce qu'on appelle les cétones. Donc les cétones, en fait, on va créer des corps cétoniques et c'est l'énergie produite à partir des graisses. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans leur tête, c'est-à-dire que je suis en train de brûler des graisses parce que du coup, je suis en train de mettre mon corps sur réserve et je tape dans les graisses, alors que non, tu n'as pas besoin, encore une fois, de ça pour perdre du poids. Mais en tout cas, voilà, ce principe-là, ça permet encore une fois un renouvellement cellulaire et ça permet aussi
de mettre ta digestion un peu plus au repos. C'est pareil, sur papier, je peux comprendre parce que la digestion, c'est quand même un des processus qui demande le plus d'énergie à l'organisme. C'est hyper intéressant, c'est bien que tu le détailles, ça. Ouais, bah la digestion, c'est même le processus qui demande le plus d'énergie à notre corps. C'est très compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de faire diète. Je trouve ça passionnant de dire le moindre truc que tu mets dans ta bouche, c'est digérer pour que ça soit utile pour ton corps. Enfin, c'est passionnant quand on y pense et que ça se digère en plein de nutriments. Et en fait, il faut vraiment dire que le morceau de poulet que tu vas manger, toi, tu as l'impression que c'est un morceau de poulet, mais non, dans ton corps, tu vas avoir, on en reparlera après, mais des enzymes qui vont segmenter pour avoir de la vitamine B12 qui va te servir pour tout ce qui est un peu oxygénation de ton corps. Tu vas avoir des protéines qui vont te permettre de reboucher un petit peu tes muscles. Enfin voilà, moi je trouve ça incroyable. Enfin, c'est rigolo, je t'entends parler, on voit à quel point tu es fascinée. Ah ouais, j'adore. En fait, c'est drôle souvent. Tu sais, moi, quand j'ai appris l'anatomie et que je vois les corps bouger, en fait, quand je te parle, je vois le deltoïde, je vois le biceps, je vois les insertions de l'ulna. Et en fait, un peu comme décider de parler anglais ou français, tu décides de l'activer à un moment donné, ce regard-là. Toi, c'est pareil quand tu vois quelque chose qu'on comprend? Bah ouais, complètement. En fait, peu importe ce que tu manges, tout va avoir un impact. Et c'est pour ça, quand on dit ton alimentation est ton premier médicament, bah, c'est vrai en soi parce que tout ce que tu vas mettre dans ton assiette, ça va forcément avoir un impact. Alors encore une fois, il faut le nuancer. Ça sert à rien de se dire, oh, dans ces cas-là, j'ai le droit de faire aucun écart, j'ai pas le droit de manger mon chocolat. Non, le corps est bien fait, il sait se gérer aussi tout seul quand même. On a le droit de manger notre burger frites si ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que par contre, dans l'alimentation, dans sa globalité, je trouve ça hyper fascinant. Et donc la digestion, c'est ce processus-là que tout ce que vous mangez, après, ça va être dispatché pour toutes les réactions du corps, pour créer des hormones qui vont avoir un impact sur le sommeil, qui vont avoir un impact sur la bonne humeur, sur tout, quoi. Tout est lié. Tout est lié. Donc forcément, la digestion, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc dans le jeûne intermittent, on a tendance à dire que aujourd'hui, on mange trop, qu'on laisse pas suffisamment le temps au corps de se reposer, de se régénérer et que ce serait quand même intéressant pour éliminer les toxines, d'aider un peu notre organisme. C'est un peu comme si, quand tu dis ça prend de l'énergie de digérer, c'est un peu comme si tu dépensais de l'essence pour faire le plein de ta voiture. C'est un peu ça. Complètement. Tu vas rouler jusqu'à la station essence, ça t'a coûté de l'essence pour refaire le plein. Exactement, tout à fait. Et du coup, dans le jeûne, c'est hyper important de nuancer quand même parce que cette notion un peu de détox, d'aide à éliminer, en fait, aujourd'hui, ça on le sait, au niveau scientifique, tu as 2 organes qui sont hyper utiles pour ça, c'est ton foie et tes reins. Et ton foie n'a pas besoin de soutien pour éliminer en fait ces déchets, c'est son rôle principal. Alors après, s'il y a des pathologies, c'est encore autre chose, mais en tout cas, le rôle d'un foie en bonne santé, c'est quand même ta station d'épuration, j'ai envie de dire. Tu es censé éliminer naturellement les déchets. Et il n'y a pas besoin de mettre le corps en phase de jeûne pour ça. Donc ça, c'est vrai que même si on voyait des bénéfices sur le jeûne intermittent au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie, on a vu aussi des choses comme quoi ça pouvait aider sur certains cancers, que ça pouvait aider au niveau des pathos comme l'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Donc c'est très intéressant, mais tout ça, ça a été réalisé sur des rats, en fait. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur les humains. Et en fait, aujourd'hui, on le sait, c'est qu'on a beaucoup de mal de retransmettre une étude qui a été réalisée sur des animaux sur les humains. Donc, c'est vrai que c'est très nuancé. Je ne dis pas que ça ne sert à rien parce que c'est vrai que quand on lit ces études-là faites sur les animaux, on voit quand même du positif. Mais d'un point de vue réflexion physiologique, on se rend compte que le corps n'a pas besoin de tout ça pour fonctionner correctement. Quand on écoute les témoignages de gens qui font le jeûne intermittent ou même qui ont fait des périodes de jeûne, alors je pense que le vrai jeûne de 4-5 jours où on ne mange pas, on pourrait faire un épisode 2 dédié à ça. Oui. Et dites-le nous si jamais toi tu t'en sentirais capable? Ouais, je pense. Dites-le nous en commentaire si vous voulez que Pauline revienne sur les périodes de jeûne plus longs. Là aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent, mais aussi finalement pas mal de la fatigue qui peut être liée et la digestion autour de tout ça. Les gens qui le font souvent sont des très très bons ambassadeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection déjà? Ceux chez qui ça va bien, forcément, nous auront plus de bénéfices, et ceux chez qui ça n'a pas marché, ou qui ne l'ont pas tenu, ou qui n'ont pas eu d'effet, vont moins en parler. J'ai envie de te dire que c'est un peu comme dans tous les domaines aussi. En fait, finalement, quand ça marche super bien, on en parle, et quand ça ne va pas, on n'en parle pas spécialement. Ou alors, on va se dire que c'est nous le problème et que c'est pas forcément la manière dont on a apporté. En fait, il faut se dire, c'est pas possible de faire un jeûne intermittent pour tout le monde. Ça ne convient pas à tout le monde déjà. Plus qu'un régime qui conviendra à tout le monde. Exactement. L'alimentation, c'est hyper individuel. En fait, tu as ta manière de t'alimenter, ma manière de manger ne te conviendrait sûrement pas et inversement. Et je pense que pour être bien dans son alimentation, c'est moi, qu'est-ce qui me convient. Tant que je suis en bonne santé, que ça n'a pas d'impact sur ma santé mentale et santé physique,
très bien. Et donc, il y a des personnes qui font jeûne intermittent, ça leur convient hyper bien parce que elles ont cette notion d'énergie supplémentaire, etc. Mais moi, à l'inverse, en consultation, j'ai des patients qui me disent «Oh, j'ai fait jeûne intermittent, mais je me sens juste épuisée et puis ça va pas parce que j'ai des envies de sucre ou quoi que ce soit». Et en fait, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au début, qu'ils ont manqué de calories et ils n'ont pas cherché à réintroduire ces calories manquantes parce que le mot calories aujourd'hui fait peur et qu'en fait, dans la tête des gens, c'est plus simple de manger de manière plus petite que de manger en quantité suffisante, j'ai envie de te dire. Donc, c'est vrai que le jeûne intermittent peut être bénéfique, mais vraiment chez certaines personnes. Après, toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, on déconseille fortement parce que ça peut amplifier ces troubles du comportement alimentaire. Les sportifs, on a tendance à pas forcément le recommander non plus parce que c'est une fenêtre calorique qui est quand même très importante, le petit déjeuner. Et s'il y a des besoins à 3000, 3500 calories sur une fenêtre de 8 heures, c'est compliqué. Alors, je vais te donner mon exemple très concret. Moi, je prends pas beaucoup de petits déjeuners parce que le matin, j'ai relativement peu d'appétit. Les seules choses qui passent, c'est du skyr, des petits déjeuners protéinés. Quand je me fais des brunchs, je le digère pas. C'est horrible. Et souvent, quand je m'entraîne plutôt le soir. Donc, j'ai mon apport calorique du déj. L'autre jour, avec ma chérie, on allait faire une séance d'Aerox. Mais j'ai explosé en plein vol. Oui, parce qu'on s'est entraîné à 10h du matin. J'ai explosé en plein vol. Et j'y suis allé en mode confiant. J'ai pas besoin d'avoir de l'énergie parce que d'habitude, je fonctionne bien. J'ai tenu 20 minutes. Ouais. Et vraiment, j'étais pas bien. Et ça, tout simplement parce que quand tu vas faire du sport, ton corps va directement, normalement, puiser dans tes réserves de glycogène. En fait, c'est vraiment l'énergie numéro 1. Quand tu as quelqu'un qui va courir, on puise déjà dans nos réserves de glycogène. Donc là, tu as fait du sport sur des réserves qui étaient déjà plutôt basses. Donc forcément, c'était très compliqué pour ton corps de maintenir. Mais pourtant, tiens, ça, je serais curieux, je me sens souvent mieux, en effet, le matin quand je suis pas en train de digérer. Pourquoi on se sent mieux quand on n'est pas en train de digérer ? Ça, c'est vraiment pareil, c'est physiologique. Encore une fois, il y a des personnes, la digestion, elle peut être plus lente à mettre en place au réveil suite à cette période-là de jeûne. Donc c'est vrai que tu as des personnes, elles se réveillent, elles ont hyper faim et t'en as qui n'ont pas faim. Et ça dépend surtout de comment tu as mangé la veille. Si tu as tendance, toi, par habitude, à manger plus le repas du soir parce que forcément, ton matin, tu ne petit déjeunes pas, tu vas te retrouver à avoir vraiment moins faim. Je vais te donner un exemple tout bateau. Tu vas au resto, tu manges une pizza et un fondant au chocolat. Je vais prendre l'extrême volontairement. Le lendemain matin, c'est logique que tu n'aies pas faim et que tu puisses tenir jusqu'à midi. Parce qu'en fait, d'un point de vue digestion, c'est plus lourd. Donc, si toi, en fait, tes repas du soir te conviennent et que tu couvres bien tes besoins, c'est possible de faire le jeûne intermittent de manière intelligente et encore une fois avec des déficits caloriques qui ne sont pas trop importantes. Maintenant, là où on va vraiment insister, c'est toi, ça te convient et c'est très bien. Donc, d'un point de vue santé mentale, fatigue, énergie, c'est très bien. Mais c'est vrai que par contre, pour les autres personnes, si ça ne vous convient pas, et c'est là où je m'adresse un peu à tous ceux qui nous écoutent, si vous faites un jeûne intermittent et que vous sentez que ça vous fait une pression mentale, que le petit déjeuner vous manque, que vous avez des craquages, que vous êtes épuisé, ça veut dire que vous avez le droit de revenir à un petit déjeuner et ça va bien se passer. Vous pouvez prendre un petit déjeuner, ça se passera très bien. Alors, je vais revenir après sur un truc que tu as dit. Moi, j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et en effet, justement, depuis que j'ai fait cette vidéo, je vous la mets en description parce qu'on est sur le podcast, avec Jérém qui parlait vraiment de l'importance du petit-déj protéiné. À partir du moment où j'ai recommencé à inclure du petit-déj protéiné, ça allait encore mieux. C'est-à-dire que j'étais bien en mode jeûne intermittent, mais ça allait encore mieux à partir du moment où j'ai commencé à réinclure du petit-déj protéiné en petite quantité. C'est juste la seule chose, c'est des petites quantités. Et où le matin, je me retrouve avec encore plus d'énergie, j'ai moins de coups de barre l'après-midi, j'ai moins de coups de barre à 18h, et le soir, c'est plus confortable parce que j'ai un petit estomac, je ne me mets pas des énormes plâtrés, et je mange plus lentement aussi. On en parlera justement après sur la vitesse de consommation. Hyper important. Donc tu m'as dit, pas tellement recommandé sur les personnes qui auraient un spectre du TCA, c'est comme ça qu'on dit, spectre? Ouais, trouble du comportement alimentaire, plus spectre après, plus trouble du comportement alimentaire. Okay. Sur les personnes plutôt sportives, il y a d'autres profils chez qui on grossesse, allaitement, okay. Toute pathologie, genre un diabétique, surtout pas parce que forcément il peut faire des hypoglycémies. Donc toute pathologie, on essaiera d'éviter également de faire le jeûne intermittent. Et voilà, c'est vraiment, ces personnes-là doivent vraiment ne pas le faire. Si jamais les gens demain voulaient quand même tester pour eux, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander ? Alors, il n'y a aucun souci. Encore une fois, par contre, c'est
manger suffisamment. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Même si vous souhaitez perdre du poids, encore une fois, oui, il faut être en déficit calorique. Oui, c'est très important. Mais par contre, c'est des déficits caloriques de 200, 300 calories, pas des choses de 500 ou 600 calories comme un petit déjeuner. Donc voilà, le faire vraiment intelligemment et avoir des repas structurés par la suite. Ça, c'est hyper important dans l'équilibre alimentaire. On a tendance à supprimer les féculents le soir parce qu'on veut perdre du poids ou parce que c'est mauvais et qu'on pense qu'on va stocker. On a tendance, surtout les femmes, à manquer de protéines dans notre alimentation. Donc, j'ai pas suffisamment de protéines. C'est tout ça aussi qui fatigue l'organisme, hein. C'est pas la méthode en soi du jeûne intermittent. Ça va être le fait de ne pas manger correctement par la suite. Donc, c'est vraiment de manger assez et voire de se faire accompagner, de faire attention à ce qu'on voit aussi sur les réseaux parce que voilà, ça, quand on dit moi je fais jeûne intermittent et je le pratique comme ça, non, c'est pas parce qu'il le fait de cette manière-là que c'est forcément la meilleure manière. J'allais y venir, je trouve qu'il y a un biais déformant de par les réseaux sociaux où les gens proposent une méthodologie avec des effets souvent assez spectaculaires sur eux pour être bien placés pour le savoir. Vraiment, souvent les gens racontent pas toute la vérité, on va pas se mentir, et ils ont tendance à extrapoler les effets que ça a eu sur leur corps. On peut voir par exemple sur la peau, sur la qualité des cheveux. Ça, c'est beaucoup plus tributaire des nutriments qu'on prend que des moments où on prend. Complètement. En soi, si on souhaite, encore une fois, perdre du poids ou même être juste en meilleure santé, ce qui compte, c'est l'apport calorique sur la journée. Que tu l'apportes en 12 heures ou en 8 heures, ça changera pas grand-chose. Donc, ça va être vraiment l'apport calorique sur la journée. Si tu manges trop sur ta fenêtre de 8 heures pendant ton jeûne intermittent, tu prendras du poids à même titre qu'une personne qui mange trop pendant 12 heures. Donc, c'est pas la méthode qui aide à perdre du poids, j'ai envie de dire. Hyper intéressant, merci beaucoup Pauline. J'ai du coup d'autres questions qui sont peut-être pas directement liées avec le jeûne intermittent, mais quand même sur la notion de la fatigue. Le lien entre finalement la fatigue liée à cette énergie que notre corps demande pour digérer et ce qu'on met dans notre assiette. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que parfois on peut se sentir fatigué juste à bouffer. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que quand tu interroges beaucoup les gens aujourd'hui, ils sont épuisés. Tu sais, genre, ça va, je suis fatiguée. Genre, je sais pas toi avec tes patients, mais moi, c'est souvent ce que j'ai en réponse quand je demande comment ça va mes patients. Mais c'est autant fatigué par leur mode de vie que c'est parce qu'ils ont peut-être un mauvais sommeil, une famille. Mais c'est fatigué aussi parce que... Donc, le conseil de Pauline, c'est ça. Éliminez votre famille. Vous ne serez plus fatigué. Vous ne serez plus fatigué. Ça va, Pauline, dans ce moment? Ça va. Moi, j'ai pas de famille, je suis pas fatiguée. Donc, du coup, on peut vraiment analyser la fatigue des patients aussi via leur alimentation. Et moi, dès que je remets un peu plus d'ordre dans leur alimentation, ils me disent « Oh, c'est fou, je me sens moins fatiguée ». Donc, tu te sens moins fatigué parce qu'on va travailler sur l'importance de la qualité des repas. Donc, manger équilibré, ça, on pourra revenir aussi dessus en termes de calories, en termes de micronutriments également. Parce que ça, si tu manges constamment de la malbouffe qui est pauvre en micronutriments, tu vas te ressentir fatigué. Là, c'est pas forcément une notion de calories, c'est plus une histoire, tu vas manquer de vitamines, de minéraux, de fibres qui sont pourtant essentiels pour être en bonne santé. Mais aussi sur le fait de prendre le temps de manger, se poser. Parce que tu sais, on est aussi très dans ce métro boulot dodo. Je mange entre deux, en 1 heure comme ça, vite fait, entre 2 réunions. Je suis avec ma famille, je donne à manger à ma fille, puis en même temps, moi, j'essaie de faire mon repas. Et devant Netflix. Devant Netflix, en scrollant, tout ce qu'on veut. En fait, l'alimentation, aujourd'hui, c'est speed. C'est un de nos piliers majeurs pour être en bonne santé, alors que... Et pourtant, c'est l'une des choses la plus délaissées, tu vois. Et en fait, quand tu règles tout ça, tu apprends aux patients à ralentir et à prendre soin de leur santé via leur alimentation. Et moi, je trouve encore une fois que c'est très intéressant. Et en fait, en plus, c'est quelque chose qu'on peut apporter à toute la famille. Donc, c'est aussi important. Avant de nous expliquer concrètement comment ralentir, j'ai vu passer un truc sur les réseaux sociaux américains, c'est ce qu'ils appellent le French Paradox. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Non, ça ne me dit rien. Ils expliquent que de manière assez paradoxale, les Français, en mangeant de la baguette et du croissant qui sont hyper riches en gras et en beurre, on est l'un des peuples européens qui a la meilleure composition corporelle. Ok, hyper intéressant. Très américain. Est-ce que c'est sourcé? J'en sais rien. Est-ce que tous les Français mangent de la baguette et des croissants? Je suis clairement pas sûr. Mais du coup, c'est vrai que quand tu me parles de notre mode de vie très speed dans notre nutrition, je suis allé en Angleterre, à Londres, pour le coup. Bon, ça coûte un bras et tu manges bien, mais je suis très surpris de voir qu'il y a relativement peu de restaurants. Il y a d'autres habitudes alimentaires dans d'autres pays. Et nous, en France, on a quand même plutôt une habitude de passer du temps à table. Ouais. C'est un moment très convivial, là où eux, en Angleterre, ils ont beaucoup plus... Ils mangent vraiment sur le pouce, c'est que des trucs to go. Et c'est vrai que j'ai des patients un peu à l'international et c'est ça que j'adore, c'est que du coup, forcément, je vois aussi les différentes habitudes alimentaires.
En Allemagne, pareil, tu vois, c'est des pauses déj très courtes, des repas froids et des repas plus copieux le soir. T'en as qui vont manger très tôt le soir, comme en Espagne, où ils vont manger eux très tard. Enfin, voilà, je pense que chaque personne a vraiment aussi, chaque peuple, chaque population plutôt, a vraiment ses habitudes alimentaires. Encore une fois, ce qui fait qu'on peut prendre du poids, ça va être plutôt l'apport calorique. Mais je pense qu'en France, on a quand même la chance d'avoir aussi une alimentation très riche en fruits, légumes. L'alimentation méditerranéenne qui est très connue aujourd'hui, nous en France, ça reste nos principes. Et quand tu regardes les bases du PNNS, donc le programme Nutrition Santé, ça reprend vraiment en fait les bases de l'alimentation un peu méditerranéenne où il faut manger suffisamment de fibres, manger des féculents plutôt complets, manger des produits laitiers, enfin vraiment quelque chose de très classique. Je veux bien global. que tu développes ça parce que c'est peut-être classique, mais c'est vrai que quand on m'a parlé de l'alimentation méditerranéenne, moi j'ai en tête des assiettes très colorées, des assiettes, des salades grecques, j'ai de l'huile d'olive, j'ai tu vois, des produits finalement très bruts, relativement peu transformés, plein de couleurs. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va être, comme tu dis, donc très brut déjà, des protéines plutôt maigres, tu vois, poisson blanc, viande blanche, les œufs. Aussi, on va jouer sur les légumineuses. Tu peux me les citer, les légumineuses? Lentilles, pois chiches, haricots rouges. Après, bon, ça, c'est les plus connus. Lentilles corail, haricots noirs. Mais voilà, tout ce qui est un peu lentilles de la famille des lentilles. Donc, une salade de pois chiches avec, c'est quoi souvent? C'est du persil qu'on va mettre dedans? Tu peux un mettre peu du persil, du concombre, des tomates. C'est pas mal. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et donc là, tu vas avoir source de protéines, source de fibres. Du bon gras. Tu peux mettre de l'huile d'olive qui est la plus répandue. Après, il y a plein d'autres huiles très intéressantes, l'huile de colza, l'huile de lin, qui sont, elles, très riches en oméga 3. Mais voilà, c'est vrai que l'alimentation donc méditerranéenne, c'est basé sur des choses brutes, comme tu l'as très bien dit, colorées, et des protéines maigres. Et c'est vrai que quand tu regardes dans les pays, peut-être, comme je disais, en Allemagne ou même en Angleterre, c'est des protéines déjà beaucoup plus grasses. On sera plus sur de la charcuterie. Quand tu regardes dans des pays, même en Italie, où ils mangent très bien, et pourtant on pourrait se dire c'est une alimentation méditerranéenne, eux ils ont beaucoup de féculents, beaucoup de pâtes, beaucoup de pizzas, beaucoup de glucides de façon générale. Et c'est vrai qu'en France, voilà, on a quand même cette chance d'avoir beaucoup de légumes en fait. Et en fait, on a aussi quand même aussi une production de fruits et de légumes qui est hyper intéressante dans notre pays, qui fait qu'on peut manger très varié. Les légumes congelés, ils ont la même valeur nutritionnelle que les légumes frais? Oui, j'ai même envie de te dire mieux pour certains. En fait, les légumes congelés sont vraiment cueillis congelés. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de perdre en vitamines et minéraux, sauf au bout, je crois, de 1 an. Ça dépend après de chacun, mais c'est au-delà de 8 à 12 mois qu'ils commencent à perdre dans le congélateur quelques vitamines et minéraux. Alors que quand tu vas dans tes supermarchés, le fait que ce soit exposé à l'air libre, le fait que ce soit exposé à la lumière, par exemple la vitamine C, elle est hyper sensible à l'oxydation, donc à l'air et à la lumière. Donc tu vas forcément avoir des pertes en vitamines et minéraux aussi. Plus ton aliment il a été cueilli tôt et plus il sera vendu tard, plus tu auras une perte en vitamines et minéraux. Après, ça reste toujours très intéressant et il n'y a pas de souci. Mais nutritionnellement parlant, par exemple, genre les fruits rouges surgelés, c'est une bombe d'antioxydants. C'est très intéressant, c'est hyper riche en vitamine C. Et pour moi, tout le monde devrait en avoir dans son petit-déj le matin, quoi. Est-ce qu'on ferait mieux d'avoir des épiceries dans le noir ou de mettre des petites lunettes de soleil à nos carottes et à nos tomates pour qu'ils évitent? Exactement. C'est vrai? Non, ce serait intéressant. Nouveau Ça peut être très fun. Mais ouais, en vrai, c'est hyper intéressant. Normalement, en fait, il faudrait cueillir, manger. Ce qui, aujourd'hui, mis à part ça, ton potager, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une perte en vitamines et minéraux qui est marquée. Après, c'est vrai que pareil, on entendait beaucoup, c'est à cause de notre nouvelle génération, l'agriculture un peu très rapide. Mais si tu manges de saison, si tu prends aussi des fruits et légumes qui sont arrivés à maturation et qui ont été cueillis à maturation, tu vas avoir toutes les vitamines et minéraux nécessaires. Quand tu me parles de fibres comme ça, j'avoue que je manque d'idées d'assiettes avec un peu plus de féculents. C'est-à-dire que quand on me parle beaucoup de fibres, c'est bien. Je sais à peu près les assaisonner, même si mes assaisonnements sont toujours un peu les mêmes. Mais surtout, j'aurais faim 2 heures plus tard. Ouais, parce que ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. C'est aujourd'hui, on a compris, il faut manger plus de légumes. Mais en fait, du coup, on se retrouve avec des personnes qui mangent que des légumes. Et pareil, on consulte. Mais moi, c'est super, je mange plein de légumes. Ça, on me le dit tout le temps. Je dis, c'est top, mais si vous avez faim, non, 1 heure après. Ah ouais, par contre, après, c'est compliqué parce que j'ai faim, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de sucre. Et en fait, l'assiette équilibrée, donc c'est tes fibres. Donc ça, je parle pour le midi et le soir. Donc des légumes
cuits, crus, en purée, comme tu veux. Juste mange des légumes. Tes portions donc ta portion de féculents qui va être pommes de terre, riz, pâtes, quinoa, boulgour, patates douces, le millet, enfin bref, une portion du coup de féculents. Et tes protéines, donc soit végétales avec les légumineuses, le tofu, le tempeh aussi qu'on entend, voilà. C'est bon le tempeh. Ouais, c'est bon, moi j'aime, c'est particulier, mais c'est bon, moi j'aime bien. Et les protéines animales qu'on connaît plus, viande, poisson ou œufs. Donc ça, c'est l'assiette principale. À tout ça, tu ajoutes, normalement, c'est 1 cuillère à soupe d'huile par repas, en moyenne, pour rentrer dans les recommandations. N'importe quelle huile? On peut varier. Huile d'olive, comme je disais, pour les cuissons. Colza et lin, plutôt pour les crudités. C'est des huiles qui ne se chauffent pas. Donc ça, c'est un apport en oméga 3 qui est indispensable pour un bon fonctionnement de notre cerveau. Donc les oméga 3, il ne faut pas les oublier. Tu as parlé des proportions, tu m'as dit ce que je mettais dans mon assiette, mais tu m'as pas dit dans quelle proportion. Alors, les proportions vont varier en fonction de ton activité physique. En moyenne, pour une personne, on va dire lambda qui pratique pas une activité physique hyper importante, on va être sur 1/4 de féculents. Donc ça fait 3, 4, 5 cuillères à soupe. Après, ça va dépendre des féculents que tu prends. La portion de protéines, l'équivalent d'un blanc de poulet, un steak haché. Alors attention, les œufs, c'est par 3 et non pas par 2. Tout le monde les consomme par 2, mais si tu veux un bon apport en protéines, c'est plutôt par 3. Et on essaye de dire plus de légumes que de féculents, en moyenne. Ça, c'est vraiment les recos de base. Tout le monde peut se référencer. Par contre, si tu fais plus de sport, tu vas devoir augmenter ta consommation de féculents et de protéines sur ta journée pour qu'en fait, tu aies une bonne reconstruction musculaire et que tu ne sois pas à plat d'un point de vue énergie. Je t'embête un peu, on va prendre des assiettes types et on va regarder si oui ou non elles sont dans ces proportions. Burger frites. Tu ajoutes une salade ou alors, à la place de tes frites, tu prends des frites de carottes. Pourquoi parfois ça peut être difficile à digérer le burger? Parce que finalement ça reste un steak haché. Qu'est-ce qui est difficile à digérer dans le burger? C'est un peu le combo. Si tu le fais toi-même maison, tu verras qu'il sera beaucoup plus digeste. Si tu prends un steak haché 5%, que tu prends un bon fromage mais que tu ne mets pas non plus une portion énorme, le fromage c'est à peu près 30 grammes par jour pour qu'on se rende compte. Tu peux prendre ta portion de fromage, pas une sauce hyper grasse, tu peux te faire une sauce à base de fromage blanc, moutarde, même un peu de ketchup si t'aimes bien. Tu verras qu'il sera pas très dur à digérer. Par contre, quand tu vas au restaurant, le pain, plus, généralement c'est des viandes beaucoup plus grasses, plus tu vas prendre le burger avec le gros morceau de roquefort ou un truc un peu lourd à digérer. T'ajoutes à ça les frites qui sont elles aussi très grasses et forcément avec la friture c'est un peu plus long à digérer également. Donc là tu te retrouves avec quelque chose de très dense en fait d'un point de vue calorique. Et pour ton corps, ça demande aussi encore une fois pas mal d'énergie de devoir digérer tout ça parce qu'il a beaucoup de calories, il a beaucoup d'éléments aussi différents avec les protéines, les glucides et aussi les graisses. C'est tout simplement les découper, c'est difficile pour lui? C'est long. C'est pas forcément difficile parce qu'il est bien fait et si ton corps est en bonne santé, ce sera pas forcément difficile, mais ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'on a le ventre qui gonfle? Le ventre qui gonfle, ça peut venir alors soit parce que quand tu manges, tu as ton estomac qui se distend et c'est complètement normal. Petite précision, l'estomac ne rétrécit pas. Quand j'entends « je mange moins, mon estomac rétrécit », c'est faux. Par contre, on s'habitue à manger moins d'un point de vue calorique. Donc c'est vrai que tu peux avoir cette notion de distant et tu peux avoir aussi le fait que tu as certains aliments qui fermentent. Si tu avais des oignons rouges, ça va fermenter un peu plus, donc ça peut créer des gaz. Pareil, le fait que ça soit très gras, ça peut vraiment ballonner. C'est un peu cette notion-là de ballonnement, c'est soit parce que c'est ton estomac qui juste a mangé beaucoup et il se distend, et la fermentation. La friture, c'est plus dur, les aliments frits, c'est plus dur à digérer? Oui, forcément, ce sera plus dur. Les graisses, pour le coup, alors le corps, c'est encore une fois bien les digérer, mais c'est long à digérer. Alors, c'est pas l'aliment le plus long à digérer pour l'organisme, c'est les protéines, parce que en fait, des protéines, c'est comme un collier de perles, et il faut tout découper petit à petit pour avoir que les perles. Donc ça prend vraiment du temps. Et le gras, c'est plutôt c'est long parce que c'est plus. En fait, c'est à lipase, c'est les enzymes qui nous aident à digérer. C'est un petit mécanisme qui aide vraiment à segmenter encore une fois et après à ce qu'on dispatche dans le corps les vitamines et minéraux en fonction de là où il y en a besoin. Et ces enzymes-là, la lipase, c'est une enzyme qui fonctionne très bien, mais c'est plus long, on va dire, à digérer, c'est plus dur à digérer. Moi, j'aime bien l'idée, c'est ce qui m'a permis de comprendre cette notion de découpage. C'est, j'imagine, un aliment, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, votre burger, il est en pièces de Lego. Et en fait, si vous devez imaginer ces pièces de Lego que vous allez décomposer, c'est bien dense, c'est bien compact. Et je trouve que ça permet d'imaginer, mes petites pièces de Lego, une fois qu'elles sont découpées, ça me fait mes différents aliments, mes différents nutriments. C'est ça. Et puis, du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent, dans ce cas-là, pour perdre du poids, il faut que je mange des haricots verts vapeur, du riz blanc et de la dinde grillée. Non. Et même pour être en bonne santé, t'as pas besoin de rentrer dans cet extrême-là. Tes lasagnes avec tes féculents et tes protéines dedans,
en fait, ton corps, quand tu vas manger, il va se dire ok, j'ai des glucides, ok, j'ai des protéines, à même titre que si tu avais ton riz et ton poulet. Donc, il faut garder aussi la notion de plaisir, ça, c'est hyper important pour la santé mentale et être bien dans son alimentation. Et ne pas rentrer, encore une fois, dans un régime trop restrictif en pensant que pour être en bonne santé, pour être en forme, pour avoir de l'énergie, il faut forcément un truc hyper droit, hyper carré. Tu peux cuisiner, et cette image en fait de Lego, elle est top parce que tous les aliments que tu manges, en fait, ce sont, comme tu dis, des Lego. Et ce qui compte, c'est de lisser sur les... J'ai même pas envie de dire la journée, c'est de lisser sur les semaines et les mois, en fait. Ça me fait penser à quelque chose. Finalement, tu as dit, entre guillemets, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Mais est-ce que les calories issues des protéines sont pareilles pour notre corps que les calories issues des lipides, que les calories issues des sucres? Est-ce que je peux être en déficit calorique en bouffant que du sucre? Oui, tu peux perdre du poids en mangeant des fast-food tous les jours. Tu peux prendre du poids en mangeant riz d'Inde tous les jours. C'est un peu... Alors, t'auras pas la meilleure santé qui soit si tu manges fast-food tous les jours, mais si t'es en déficit calorique, t'es en déficit calorique. Après, c'est plutôt aussi... si tu perds du poids, mais que tu te reconstruis pas du tout musculairement, tu sais, t'as ce sentiment un peu de perte de poids, mais quand même te sentir encore très Faible. faible, en fait, comme tu l'as bien dit, parce que ce qui apporte beaucoup d'énergie dans le corps, c'est aussi les muscles. Ça, on en reparlera, mais les muscles, c'est hyper important, que ce soit d'un point de vue santé physique, mais aussi d'un point de vue énergie. Si tu n'as pas suffisamment de muscles, tu vas être fatigué. Donc, en fait, c'est sûr que les calories, c'est les calories. Ce qui nous intéresse, c'est le chiffre, parce que de toute façon, c'est une énergie, j'ai envie de dire. Mais par contre, après, tu n'auras pas le même ressenti d'un point de vue santé. J'adore comme tu expliques les choses. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Si jamais vous voulez suivre Pauline, on peut te suivre sur ta page Instagram. Oui, Tu as d'autres réseaux aussi? Non, je suis que sur Instagram. Mais Pauline va lancer son podcast, n'est-ce pas? Vous pensez que Pauline doit lancer son podcast? Dites-le nous en commentaire parce que moi je trouve que c'est fascinant ta façon que tu as d'expliquer. Une question en amène une autre, donc j'essaye d'avancer. Je t'avais demandé un peu ton avis sur certaines assiettes. Un Pokéball à l'heure du déjeuner. Très bien. Alors attention sur le Pokéball parce que c'est vu comme un peu le repas healthy Ouais, par excellence. exactement. Généralement, la quantité de riz, elle est quand même dense. Et puis, tu vois, il y a le combo riz vinaigré. Donc, c'est quand même... Le vinaigre de riz, c'est du sucre pour le coup. Donc, tu as ça. Tu as le Ça, saumon. je veux bien que tu m'expliques parce que je comprends pas. Alors, pour ça, bon, c'est vraiment la recette. Donc, tu vas avoir tes glucides par... en gros, on a les sucres lents et les sucres rapides. Les fameux glucides complexes ou glucides simples d'un point de vue biochimique. Les sucres lents, c'est ceux qui vont être plus lents à digérer. Donc, on va retrouver majoritairement dans nos féculents, pâtes, riz, pommes de terre, qui contiennent de l'amidon, tout simplement. Et les sucres rapides, ça va être tous ceux qui vont être assimilés très rapidement, qui peuvent te donner un coup de boost direct. Et ça va être tous les sucrants, le sucre, le miel, le sirop d'érable. Les fruits. Alors, les fruits, tu as l'avantage d'avoir des fibres. Et quand tu consommes donc, le fruit en entier avec les fibres, ça ralentit l'assimilation du sucre, ce qui fait que tu peux pas vraiment le catégoriser en sucre. Par contre, si tu bois un verre de jus d'orange et qu'il n'y a plus du tout de fibres, là, tu n'auras que le sucre et ce sera un sucre rapide. D'accord, C'est vraiment ok. cette notion de fibre qui permet de ralentir l'assimilation du sucre dans l'organisme. Donc, en tout cas, voilà, tu as ces deux sucres-là. Forcément, les sucres rapides, c'est ceux qu'on essaie de limiter, c'est ceux qu'on va essayer de limiter dans l'alimentation. Encore une fois, je dis pas qu'il faut les supprimer, mais on a tendance à en consommer quand même beaucoup aujourd'hui. Alors, en France, on essaie de conseiller 25 grammes de sucre ajouté par jour. T'en as qui disent entre 25 et 50, t'en as qui sont à moins de 15. C'est assez variable en fonction des pays, mais en moyenne, on est sur 25 grammes. Donc, ce fameux vinaigre de riz-là, c'est vraiment du sucre. Pour le coup, même si c'est à base, c'est un goût vinaigré, c'est quand même vraiment très sucré. Donc, ça rajoute du sucre dans l'alimentation. Moi, je ne fais pas la chasse au sucre, mais je pars du principe que si tu manges équilibré, varié, et que je veux t'intégrer même ton carré de chocolat au lait, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, t'as le droit de manger du chocolat au lait s'il est plus sucré, si c'est ce que tu préfères, c'est pas problématique. Ce qui va poser problème, c'est si le matin, t'as mangé des Kellogg's, que le midi, tu manges des plats préparés, qu'au goûter, tu en manges des biscuits, et voilà, vraiment, où là, tu vas être sur une Trop de surconsommation. sucre toute Trop de la sucre. journée. Exactement. Donc, en tout cas, dans ce poké-là, tu vas avoir certes tes sucres lents apportés par ton riz. Généralement, les quantités sont quand même aussi assez importantes. Donc, j'en reviens au problème qu'aujourd'hui, on a tendance à manger beaucoup en quantité et ça peut vraiment fatiguer également par rapport à la digestion. Donc, on essaye de faire attention à ça. Il y a les sucres ajoutés par le vinaigre de riz. Et après, l'autre un peu souci, c'est que tu vas avoir de l'avocat, du saumon, ça va être mariné dans de l'huile. Tu vas avoir des graines de courge, tu vas avoir un peu de fromage. Et en fait, tout ça, c'est des aliments qui sont hyper denses d'un point de vue calorique. Alors, c'est très bon pour la santé, mais ça reste riche, en fait, ça reste dense. Et donc, en fait, sur un repas que tu pensais peut-être, toi, dans ta tête, sain parce que ça faisait 400-500 calories, en fait, tu te retrouves avec un truc à 800 ou 900 calories parce que tu te retrouves avec plein d'aliments qui sont très denses caloriquement parlant.
Donc, faut pas en avoir peur. Un corps qui est bien fait, encore une fois, si tu manges trop le midi, tu auras logiquement moins faim sur le reste de ta journée et tu peux t'écouter. Donc, peut-être que tu feras un pas de collation ou ton repas du soir, tu mangeras moins en quantité. Donc, il faut pas en avoir peur. Faut pas avoir peur des calories. Faut pas faire la chasse aux calories. Mais c'est important d'écouter son corps. Du coup, un plat de sushi le soir, on va avoir un peu la même chose. Voilà, tu vas avoir la même chose. Là, tu vas manquer quand même généralement de protéines et de fibres. À l'inverse, dans le poké, tu as quand même des protéines, des fibres et tes féculents. Donc, c'est quand même nutritionnellement parlant, tu as tout. Là, les sushis, tu as une petite portion de protéines et tu as majoritairement que des glucides. Après, tu peux prendre ta petite portion de sushi, genre tu en manges 6. Tu t'ajoutes avec ta salade de carottes et, je sais pas... Salade de choux. Et tu t'ajoutes du shirashi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les brochettes. Le thon ou le saumon cru. Ouais, le sashimi. Sashimi, je mange pas de poisson, faut pas m'en vouloir, je n'ai pas encore ces connaissances. Pas grave. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les lasagnes. Les lasagnes, alors c'est pareil, tu as la possibilité de faire soit les lasagnes comme maman les réalise, avec une bonne béchamel, au beurre, au lait, plein de fromage, etc. Ou alors tu peux faire aussi des lasagnes un peu plus équilibrées. Donc tu as tes plaques à lasagne, les pâtes qui vont être tes glucides. Tu peux faire de la bolognaise végétale pour manger plus de légumineuses, parce que ça, c'est un peu dans les recommandations aujourd'hui de manger plus de lentilles et de pois chiches, justement. Donc tu peux faire une bolognaise végétale avec des lentilles, ou alors de la viande hachée 5%. La béchamel à base de maïzena et de lait, ça fonctionne super bien. On n'est pas obligé de mettre du beurre. Ça fonctionne très très bien et c'est très intéressant. Et au lieu de mettre l'entièreté du paquet de gruyère, tu peux en mettre un peu pour gratiner. Tu manges avec ça une salade et c'est OK. Donc en fait, toi, c'est marrant parce que tu as cette capacité avec tes connaissances de recomposer les plats que tu veux pour les rendre plus allégés, pour correspondre plus à ton besoin nutritionnel. Complètement, et surtout montrer que tu peux te sentir bien dans ton corps sans être frustré. Et on est quand même dans une génération où il y a de plus en plus de surpoids et d'obésité. Chez l'enfant, on le remarque également. C'est par l'alimentation, c'est un fait, mais c'est aussi par la sédentarité. Ça, c'est un autre problème. Et en fait, si on était moins sédentaire, on aurait peut-être besoin de moins faire attention à ce genre de choses-là. À l'époque où, encore une fois, nos grands-parents bougeaient beaucoup plus, ils ne faisaient pas la chasse à une béchamel avec ou sans beurre. Ils faisaient leur béchamel classique, mais ils étaient beaucoup, beaucoup plus actifs. Donc, il y a aussi où on doit s'adapter à notre nouveau mode de vie. Au lieu de bannir ou de supprimer des aliments, je pense qu'on peut toujours trouver des alternatives. Plusieurs points un peu plus spécifiques que j'aimerais avoir toujours sur cette fatigue. Donc, on l'a compris finalement, notre assiette joue sur notre fatigue. La qualité des nutriments qu'on peut avoir joue sur notre fatigue, notre santé mentale, sur la fatigue au réveil, sur le brouillard mental, sur parfois des trous de mémoire, ce genre de choses-là. Il y a un élément que tu m'avais cité lors de la préparation de cet épisode sur les différentes étapes de comment on digère, et notamment sur la mastication. Alors, la mastication, c'est pas chiant, c'est passionnant aussi. En fait, la mastication, c'est le mécanisme qui dit au corps, OK, là, faut se mettre au travail, il faut qu'on digère. Ça veut dire que, encore une fois, on nous apporte quelque chose, mais maintenant, il faut qu'on soit capable de le digérer pour qu'on ait tous les nutriments nécessaires pour que le corps fonctionne bien. La mastication, le fait de mâcher, ça va activer donc un nerf, le fameux nerf vague. C'est le nerf qui relie donc notre cerveau au système digestif, qui est très connu aujourd'hui. Et donc c'est notre cerveau qui va dire « Ok là, je suis prêt, lance donc la vidange gastrique, les enzymes et tout ce qu'on veut pour digérer. » Et donc, sauf qu'on a tendance à oublier que la digestion commence dans la bouche. Et en fait, nos premières enzymes, c'est dans notre salive. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, parce qu'une bonne digestion commence par la bouche et en fait on commence à segmenter par notre salive. Donc c'est hyper important de prendre le temps de manger et surtout de prendre le temps d'avoir un repas qui dure en moyenne 20-25 minutes. Je sais que ça paraît très long aujourd'hui de se dire je prends 20-25 minutes pour manger, parce qu'il faut mâcher, il faut enrober ces aliments de salive pour que le corps puisse digérer correctement. Et les personnes qui disent « je me sens hyper fatiguée après un repas », c'est généralement les personnes qui ont tendance à manger très vite et dont la digestion ne se met pas complètement en place, ou en fait tu sautes des étapes, tout simplement. Comment dire, j'ai cette image en tête, tu me corriges si je me trompe. J'ai bien cette image de notre estomac que j'imagine un peu comme un puits, notre aliment qui arrive dedans, et puis ce puits il est rempli un peu, je sais
pas si tu te rappelles dans Roger Rabbit. T'avais vu Roger Rabbit? Oui. C'est le seau de térébenthine où tu les mets dedans, ils sont je fonds. Pour moi, ça C'est c'est exactement ça, d'après ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et du coup, si jamais tu rajoutes de la salive, il commence déjà un petit peu à préfondre et à digérer avant même d'arriver dans l'estomac. Ouais, complètement. Mais normalement, c'est donc dans la salive, on a des protéases, donc qui permettent de digérer les protéines. Et Protéase, ça je me rappelle les cours de bio, dès qu'on met le mot ase, c'est quelque chose qui coupe. qui coupe, exactement. Et donc, ces protéases-là, si tu ne laisses pas le temps en fait, d'enrober ton aliment de salive, ça va arriver dans le système digestif, mais ce ne sera pas déjà digéré. Donc, en fait, ça va être très compliqué. Ça va demander encore plus d'efforts à ton corps parce que il n'aura pas fait l'étape supérieure. Et on a une pensée émue à toutes ces personnes qui sont en manque de sécrétion de salive. Vraiment, et du coup, j'ai monté une association. Ça s'appelle les rouleurs de pelle. Donc, c'est des gens en fait qui vraiment donnent de leur temps pour faire des dons de salive. C'est tellement généreux. C'est hyper généreux. C'est C'est un nouveau incroyable. concept. Après, l'épicerie dans le noir. Vraiment, c'est des gens qui viennent et ils vous roulent des pelles. 1 minute 30 de roulage de pelle. On se déplace dans toute la France. C'est comme t'appelles, bonjour, j'ai besoin de salive, un don urgent. Et je m'apprête à manger. J'en ai marre d'être ballonnée après les repas, quoi. Voilà, exactement. Ok. Ça va cartonner. Je pense que c'est un bon concept. Hein. Mais donc, ouais, c'est super important parce que la fatigue postprandiale, donc la fatigue post-repas, c'est vraiment pas, c'est pas un défaut de manger un gros repas, mais en fait, il faut le manger correctement. Et si tu prends le temps, alors il y a 2 points. Il y a le fait que si tu prends le temps, déjà, tu vas faciliter la digestion. Donc, pour ton corps, ce sera plutôt cool et tu te sentiras moins fatigué. Et l'autre point, c'est que tu vas mieux gérer tes portions. Donc, si tu manges lentement, oui, c'est vrai. tu vas être plus rapidement à la satiété. J'avais entendu qu'ils ont regardé les quantités d'assiettes des gens qui mangent devant les écrans et sans les écrans, et on mange 25% de plus juste parce qu'on est devant un écran. Complètement. En fait, le signal de satiété met en moyenne 20 minutes pour arriver. Donc, si tu prends vraiment le temps de manger, tu vas être à satiété au bon moment, j'ai envie de dire. Si tu manges super vite, tu vas pas laisser encore une fois le temps à ton corps ni à ton cerveau de comprendre que tu es en train de lui donner à manger. Et du coup, il va se dire, attends, moi j'ai encore faim là, faut que tu me donnes. Parce qu'il va avoir besoin de beaucoup plus de quantité pour avoir ce sentiment de rassasiement. Question con. Il n'y a pas de question bête. Crois-moi, ça là est vraiment con. Du coup, l'apéro, c'est vachement bien parce que si tu commences l'apéro avant, quand t'arrives à table, T'as plus faim. Mais je pense que tout le monde l'a déjà remarqué. T'arrives à l'apéro, je dis, non, mais là, j'en peux plus, moi. J'ai plus faim. Mais par gourmandise, tu manges quand même. L'apéro, après, tu peux manger des carottes. Oh non. Et là, je m'étais dit, je vais la piéger. J'ai enfin une diète sur mon podcast, écouté par des centaines de millions de personnes qui vont dire, c'est bon, là, l'apéro, c'est bon, c'est recommandé. J'ai pas dit après que tu pouvais pas manger du saucisson avec tes carottes. Yes. Donc en effet, c'est vrai que on pourrait imaginer commencer un peu le repas. Moi, il y a un truc que je fais beaucoup quand mes enfants ont faim avant le repas. Pour de vrai, alors j'ai de la chance, ils adorent les légumes tous les deux. Je leur donne des concombres ou des carottes. Et c'est très bien parce que généralement, ça permet de patienter. Ils pourront pas tenir, encore une fois, 2 heures juste avec des concombres et des carottes, mais pour patienter jusqu'au repas, c'est déjà une bonne chose. Et ça permet aussi de dire à ton corps, ah tiens là, je vais mettre mon système digestif un peu en route, et ça veut dire que je vais préparer moi aussi à digérer. Les chewing-gums, ça peut déclencher un sentiment de satiété ? Alors, les chewing-gums, c'est un peu controversé. Oui et non, il y a des personnes qui vont se dire moi, ça me fait du bien et ça me permet d'éviter de grignoter dans l'après-midi. Et tu as des personnes qui disent que justement, ça leur ouvre l'appétit. Donc, j'ai pas de solution miracle. Par contre, ça ballonne. Donc, ah ouais, ouais. Ça fait péter ? Ouais, en fait, tu mastiques, donc tu apportes plus d'air forcément dans ton système digestif, donc tu vas avoir plus de gaz. Arrêtez les chewing-gums si vous avez marre de péter. Oh, ça dépend. Parfois, c'est rigolo. Alors, j'avais d'autres questions à te poser, Pauline. Question très simple. Admettons, là, j'ai un ami en ce moment, il est en train de montrer sa boîte, il bosse énormément. Et quand il me dit qu'il est fatigué, je lui dis, c'est parce que tu bosses beaucoup. Il me dit, je sens aussi que j'ai pas le temps de bouffer bien. Il bouffe que sur les plateformes de livraison à la maison. Et vu ce qu'il nous propose, il bouffe que de l'ultra transformé. Combien de temps notre corps peut tenir en bonne santé à manger que de la bouffe ultra transformée ? C'est une question qui est assez vague. Combien de temps ? J'ai envie de te dire, il y en a qui tiennent des années et des années comme ça. Mais par contre, est-ce qu'ils sont en bonne santé ? Non. Plus vite tu repartiras sur une alimentation saine, j'ai envie de te dire, moins tu vas te risquer à des pathologies cardiovasculaires, l'hypertension, stress et micro-inflammation. Et même pas micro-inflammation, inflammation à bas grade. L'inflammation bas grade, etc. Exactement. Parce qu'on parle beaucoup de
Je suis fin, donc je suis en bonne santé. C'est cette notion en fait d'associer le corps à la bonne santé. Je suis fin, je suis fin, FIN complètement, donc je suis en bonne santé. Oublie les mots, je suis fin. J'ai faim, on dit souvent. Et le fait, je suis en surpoids, donc je peux être en mauvaise santé. Alors que non, tu peux être faim et être en mauvaise santé et te sentir épuisé. Juste d'un point de vue métabolique, tu as de la chance, entre guillemets, parce que tu stockes pas forcément ces graisses un peu hyper transformées. Par contre, tu peux être aussi en bonne santé et être en léger surpoids parce que d'un point de vue juste génétique, dans ta famille, il y a un peu plus de surpoids, mais tu manges bien, tu as de l'énergie, tu arrives à bouger, etc. Donc après, par contre, déjà, quand tu as 15 jours de malbouffe derrière toi, tu es déjà un peu plus KO, quoi. Donc c'est hyper important d'avoir aussi cette notion de « Ok, j'ai peut-être pas le temps, mais si j'ai pas le temps, des tomates cerises avec 3 œufs sur le plat, une tranche de pain, ça marche. » Je veux dire, alors peut-être que gustativement parlant, ça va pas te faire kiffer, mais par contre, ça fonctionne. Comme si tu veux te faire un peu plus plaisir, un croque-monsieur, ça prend 2 minutes à faire. Tu prends 2 tranches de pain, tu mets 2 tranches de jambon, une tranche de fromage et tu te manges un concombre avec ça. Pain blanc ou pain complet? Pain au levain. Moi, tu me fais ça. Un croque-monsieur. On est d'accord, il n'y a pas de béchamel dans toi. Non, si, béchamel maïzena. Mais après, tu peux faire. Et je pense que ton copain, il n'aura pas envie de faire une béchamel. Donc, il a le droit de manger juste avec une tranche de fromage. Non, après, le pain au levain, c'est juste que c'est plus digeste et c'est généralement des farines qui sont aussi plus intéressantes nutritionnellement parlant, parce que les personnes qui font du pain au levain, ce sera des farines anciennes, etc. Blague à part, moi, ça m'arrive. Alors, je vais te dire, c'est très spécifique. Je culpabilise de me faire des repas riches d'un point de vue nutritionnel, mais dégueux dans l'assiette. Hier, je me suis mangé une salade de riz, maïs, concombre, j'ai rajouté des sardines et de l'œuf. Franchement, elle était pas bonne. Le riz était pas très bien cuit, c'était pas très bien assaisonné. Ça donne envie, hein. Et je l'ai bouffé là. J'avais l'impression d'être en prison, mais je me suis satisfaite de me dire, regarde Grégoire, j'avais mis des graines de courge dedans. Je dis, regarde Grégoire, comme nutritionnellement, c'est bon. Regarde toute la digestion, tout ce que tu apportes à ton corps. Ouais. On a le droit de faire ça? Oui. Manger un plat dégueu, mais qui est riche, enfin, qui est bien composé? Oui, mais derrière, tu risques de craquer et d'avoir peut-être plus... En fait, ton corps, pour être vraiment satisfait, il a besoin d'être à satiété et rassasiement. Satiété, c'est j'ai plus faim. Rassasiement, c'est j'ai plus faim et j'ai plus envie de manger. Donc, plus tu vas prendre de plaisir dans ton repas, plus tu auras cette notion-là. Que si tu manges ton repas, certes, ça va être sur le coup, une fois de temps en temps, ça posera pas de problème. Par contre, si tous les jours, t'aimes pas ce que tu manges, après, tu vas avoir envie de manger du sucre, ton carré de chocolat. D'où l'importance, et moi, j'insiste vraiment là-dessus, de prendre... Enfin, des fois, c'est ce que je dis. Il faut que même si c'est à la maison, vous preniez autant de plaisir à manger que si vous étiez au restaurant. Je parle pas en complexité de repas, mais quand tu te poses face à ton assiette, ça doit te faire kiffer, quoi. Et tu dois te dire, je suis content de manger. Mais ça, c'est facile à dire pour toi, parce que maintenant que moi, je suis pété de blé, en fait, je mange que dans le restaurant 3 étoiles. Et tu manges pas que du gluten, par contre. Excuse-moi. Ah bah, si on est à deux à faire des blagues nulles, on va pas s'en sortir. Là, tu m'as donné une perche. C'était drôle quand même. Ta blague était plus drôle que la mienne. Bref, j'allais dire que moi, à force de manger dans des restaurants 3 étoiles, en fait, je prends toujours des chefs à domicile, bien sûr. Oui, non. Mais ils sont nuls. Bah ouais, parce qu'en plus, ils te font des super repas et pas toujours équilibrés, par contre. Et puis les quantités dans les restos étoilés, bof. Pas ouf. Non. D'ailleurs, ça, c'est un bon exemple. Quand tu manges dans un resto étoilé... Non, c'est vrai. Quand tu manges dans un resto étoilé, c'est des petites portions. Pourtant, quand tu sors, t'as pas faim. Ouais, alors après, ils t'envoient souvent 7 à 15 plats. Oui, mais il y a aussi le fait de prendre le temps de manger et que ton repas dure 3 heures. Et généralement, t'as pas faim juste... Moi, j'aime pas rester trop longtemps à table non plus. C'est vraiment cas par cas. Mais je trouve que c'est anxiogène d'être très longtemps à table. Eh ben, c'est exactement ça. Ce que je sens, c'est de l'anxiété. Je comprends. Vous l'aurez compris, c'était du second degré. Hein. Je mange pas dans des restaurants 3 étoiles tous les jours. Non, ta salade de riz. Je mange 2 fois par jour. Alors, donc, au bout de combien de temps on peut se sentir mieux quand on arrête de bouffer ultra transformé? Très rapidement, le premier mois. Non, mais c'est rapide. Comparé... Rapidement, au bout de 4 ans. Pour moi, c'est rapide, un mois. Non, dis-moi 2 jours. Non. Très rapidement, c'est franchement... au bout de ton corps, il a quand même besoin de... Je crois que ça se passait bien. Ça se passait bien jusque-là. Ça se passait bien, mais là, j'aime pas quand t'es pas d'accord. Au bout d'un mois? Généralement, moi, quand je fais le poids, au bout d'un mois, ça se passe bien. Après, au bout de 15 jours, tu vois déjà une amélioration au niveau de ta digestion et au niveau du sommeil. Mais d'un point de vue placebo? Ah, ça, c'est encore autre chose. Au bout de 2 heures. 2 heures, peut-être. Vous allez voir, vous mangez un bon repas, 2 heures plus tard. Le placebo a fait ses preuves. Hein. Tout à fait. Jusqu'à 30% des résultats sont probablement liés au placebo. Je me suis mis en question. Une phrase, à chaque fois, je l'oublie. Pourquoi
est-ce que quand on est crevé le matin, ça peut être lié à ce qu'on a bouffé ou pas bouffé la veille? Alors, il y a déjà une première chose, c'est que si tu manges très lourd et de la malbouffe, tu seras fatigué parce que si tu te couches avec un estomac très lourd, ta digestion, la digestion, c'est entre 2 et 4 heures, hein, donc ça prend du temps. Si c'est très très lourd, ça peut durer encore plus longtemps. Donc ton sommeil ne sera pas réparateur parce que, comme je le disais au tout début, la digestion, c'est hyper énergivore. Donc ton corps ne va pas se mettre en mode dodo, il va être toujours en mode digestion. Donc tu vas pas avoir du tout cette notion de sommeil profond. L'autre point, c'est le fait de ne pas manger correctement le soir. Notamment, comme je disais, on entend souvent il faut supprimer les féculents le soir parce qu'il y en a qui disent qu'on n'en a pas besoin, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut parce qu'on stocke, enfin peu importe la raison. Il ne faut pas manger de féculents le soir parce que c'est meilleur pour notre santé. Et donc tu te réveilles crevé. Et tu te réveilles fatigué complètement. Un sommeil non réparateur, de toute façon, même si tu as le sentiment de dormir 10 heures, s'il n'est pas réparateur, ce ne sera pas intéressant. Donc le tryptophane permet d'avoir de la mélatonine. Ouais, alors ça, c'est vraiment, je le court-circuite un peu, mais en tout cas, le tryptophane va permettre deux choses. Donc la sécrétion de la mélatonine, mais il permet aussi notamment la sécrétion de la sérotonine, qui, elle, est l'hormone de la bonne humeur, du bien-être. Et tu vois, on disait, oui, je suis peut-être ronchon, irritable. Si tu manges pas de féculents et tu manges pas de glucides, encore une fois, tu n'auras pas cette notion-là. Et à noter, le tryptophane, c'est quelque chose qu'on ne peut apporter que par notre alimentation. Le corps est capable des fois de sécréter certaines choses lui-même, mais ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Le tryptophane, on le trouve dans les féculents, notamment. Ouais, même après les protéines aussi. Et après, on peut aussi l'apporter sous forme de complément alimentaire. Il y a certaines personnes qui peuvent prendre des cures de tryptophane et c'est intéressant dans ces moments-là. Donc le tryptophane permet de mieux dormir et d'avoir de la sérotonine et donc d'avoir de bonne humeur le matin. Donc si le matin vous vous réveillez fatigué et de mauvaise humeur, ça peut être intéressant de se complémenter en tryptophane. Avant chaque complémentation, c'est important quand même d'analyser son alimentation aussi et de ne pas se dire super, je prends du tryptophane direct. Non, il faut avoir les bases d'une bonne alimentation. Si malgré ça, on sent que ça ne va toujours pas, on peut partir sur la complémentation. D'ailleurs, c'est toujours écrit sur les boîtes de compléments alimentaires que ça ne se substitue pas à une bonne alimentation équilibrée et un bon rythme de vie. Complémentation, ça complémente ton alimentation. Ça ne remplace pas ton alimentation. Pourquoi est-ce que le blé complet, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, c'est moins bon que quand c'est pas complet? C'est meilleur, tu veux dire, je pense. Moins bon gustativement. En goût. Franchement, du riz blanc ou des pâtes normales. Tu préfères, ouais. Ouais. En fait, moi, quand je vois riz complet, moi, ça me fait faire une dépression. Je peux comprendre. On est d'accord? Ouais, ça n'a pas de goût. Ça a pas. Et puis, alors, il y a plusieurs points aussi que je suis contente d'aborder par rapport à ça. Déjà, en fait, donc les féculents complets, on garde l'enveloppe du blé ou on va garder l'enveloppe du riz. Et en fait, on a tendance à les mettre plus en avant parce que quand on retire pas cette enveloppe-là, c'est plus riche en micronutriments, vitamines, minéraux. On aura un peu plus de magnésium, de sélénium, on va avoir un peu plus de vitamines du groupe B. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant nutritionnellement parlant. Maintenant, l'autre point, c'est que c'est quand même très dur à digérer parce que c'est plus riche en fibres aussi. Et il y a des personnes qui disent je mange hyper équilibré, je mange que complet, mais je suis hyper ballonnée, j'ai le ventre tout le temps gonflé. Et c'est parce qu'ils mangent trop d'aliments complets. Donc, moi, je pars du principe que si tu as suffisamment de fibres dans ton alimentation avec les fruits, les légumes, tu peux manger des féculents blancs. Tu peux manger des féculents blancs et raffinés ou alternés. Après, l'autre option, c'est que tu as aussi des semi-complets. Tu as les pâtes semi-complètes qui sont aussi très intéressantes. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément se dire que des féculents complets parce que ça peut être plus dur à digérer. Mais c'est quand même intéressant d'en avoir pour avoir un peu plus de vitamines et minéraux. Est-ce qu'il y a plus de gluten dans les raffinés? Non, il n'y a pas plus de gluten Donc après, le gluten, c'est tout ce qui est à base de blé. Donc il n'y a pas plus de gluten. Mais c'est juste que le gluten, pour certaines personnes, peut être plus dur à digérer. Et en plus de ça, si tu rajoutes aussi plus de fibres, là, c'est un combo. Pourquoi la cuisson, c'est plus collant, les trucs raffinés, que les trucs complets? En fait, quand tu as plus de fibres, ça fait, et dans le système digestif, ça fonctionne de la même manière. Ça fait un gel, une sorte de gel. Et c'est d'ailleurs dans ton système digestif, comme je dis, ça fonctionne pareil. C'est ce gel-là qui va permettre aussi d'aller plus à la selle, d'alourdir tes selles. De lubrifier un petit peu. Ouais, complètement. Mais c'est juste à cause des fibres. Est-ce que je peux boire mon café à jeun le matin? Ouais. Alors, sur les réseaux sociaux, non. En théorie, oui. La science dit qu'il n'y a pas de souci. Les réseaux sociaux disent l'inverse. Pourquoi ils disent l'inverse?
On parle beaucoup du cortisol aujourd'hui en disant que le cortisol, c'est néfaste, que c'est une hormone qu'il faut Bannir, que bannir c'est ça complètement. Voilà. la cause du Vous êtes, stress. voilà, inflammation, rien ne va à cause du cortisol. Je précise que si on ne sécrète pas de cortisol, on meurt. Voilà, tout simplement. C'est quand même radical, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Donc, le cortisol, c'est essentiel. Et en fait, alors c'est pareil, hein, je comprends la logique de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand tu te réveilles le matin, tu as un pic de cortisol qui est indispensable. Qui permet de sortir de ton lit. Voilà, si tu ne le sécrètes pas, tu restes au lit et ça n'ira pas. Donc, c'est hyper important d'avoir ce pic de cortisol-là. Oui. D'ailleurs, souvent, quand les gens font un burn-out, c'est l'un des signes majeurs. Ils n'arrivent pas à sortir de leur lit. Ils te disent que c'était impossible. Et c'est justement quand il y a eu un shutdown de la machine à cortisol. Exactement. Et en fait, de ne pas avoir suffisamment de cortisol, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc là, tu vas avoir un pic de cortisol et quand tu bois du café, les personnes disent ça augmente encore ce pic de cortisol-là. Et vu qu'on associe cortisol égale stress, égale anxiété, égale ça va pas du tout dans mon corps. Les personnes des réseaux sociaux. Quand Oui, exactement. Bah forcément, on se dit plus de café parce que ça ira encore moins bien. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, et ça maintenant, il y a eu pas mal d'études sur la caféine qui l'ont montré, c'est que déjà, le café et la caféine, on s'y habitue. Et qu'en fait, ce pic de cortisol-là, en effet, chez les personnes qui sont extrêmement sensibles à la caféine, ça existe. Et chez les personnes surtout qui ne sont pas habituées à consommer du café, ça peut avoir un impact sur le côté anxieux, voilà, stress. Mais c'est vraiment chez les personnes qui ne consomment pas de café ou très très peu. Par contre, ton corps s'habitue à consommer du café, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Et c'est ce que j'expliquais dans mon livre numéro 3, donc 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible. Le cortisol, c'est plutôt un régulateur de stress. Ce qui pose problème, c'est justement quand on est soumis à du stress chronique, la régulation du cortisol n'est plus assurée de la même manière et c'est ça qui peut créer du stress chronique et s'auto-entretenir. Oui, et c'est après pas le les cortisol inflammations. exactement, il crée deux choses, des inflammations à bas grade dans les articulations et après une mauvaise régulation, je crois, là je l'ai plus en tête, mais de l'absorption du sucre, je crois. Oui, tu as une résistance qui se met en place complètement. Donc, c'est pas le cortisol qui pose problème, c'est la régulation du cortisol. C'est la régulation. Et donc, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, je pense. C'est aussi ça. Et il y a des personnes, tu peux leur faire boire 2 shots de café dès le matin, comme ils peuvent se coucher en buvant 3 expressos. Ça ne changera rien à leur vie. Par rapport aux fatigues, par rapport au stress, on a parlé du tryptophane, on a parlé du café. Il y a un autre truc qui fait plutôt consensus, et j'ai l'impression que paradoxalement, on n'en parle pas énormément, c'est le magnésium. Alors, le magnésium, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on en parle de plus en plus. Ouais. C'est un minéral qui sert à plus de 300 réactions dans l'organisme. Donc, c'est quand même énorme. Et il rentre dans plus de 300 réactions. Donc, il est hyper important. Et le souci avec le magnésium, c'est qu'on le fixe pas très bien, naturellement, dans l'organisme. Ça veut dire quoi, fixer pas très bien ? On a des réserves. Tu vas avoir des réserves en fer, des réserves en vitamine D, etc. Et tu as des réserves de magnésium. Et en fait, on le fixe naturellement, ces réserves. On a du mal à le garder en nous parce qu'en fait, on l'élimine très facilement par les urines. Okay. Quand tu es très stressé ou quand tu fais beaucoup de sport, il est très facilement éliminé par les urines. Sauf qu'un déficit en magnésium, ça va avoir un impact notamment sur les troubles du sommeil. On aura plus de difficultés d'endormissement, sur la récupération musculaire et sur les crampes aussi, ça a été montré, sur la fatigue. Donc c'est vrai que le magnésium, il est hyper important. Et alors, je ne veux plus dire de bêtises, mais aujourd'hui, je crois qu'on est sur 80% de la population française qui est carencée en magnésium, ce qui est assez important. Et mine de rien, c'est quasi indispensable de l'apporter par la complémentation, pour le coup, parce qu'on va le retrouver naturellement dans les oléagineux. Il y en a plein qui disent « mange du chocolat noir, comme ça, tu auras du magnésium ». Mais en fait, il faudrait manger la tablette en entière pour avoir suffisamment de magnésium. Donc, c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc voilà, on peut apporter oléagineux, les féculents complets en apportent un petit peu également, mais généralement la complémentation est quasi essentielle. Il y a un côté qui est un petit peu chiant, c'est que finalement, si on prend juste la fatigue, tu me dis la fatigue au réveil, ça peut être un manque de tryptophane, ça peut être un manque de magnésium. Mais on trouve le tryptophane et le magnésium dans l'alimentation, notamment complète sur les féculents, mais aussi en supplémentation. Donc en fait, on peut avoir des problèmes similaires qu'on peut solutionner par la même solution dans l'alimentation et qu'on peut aussi solutionner en complémentation. C'est ça qui fait que parfois ça peut être confus, non ? Ouais, c'est confus et c'est pour ça que... C'est confus même. C'est confluence. J'ai pas beaucoup dormi. Pardon. Tu veux un peu de magnésium ? J'en prends pourtant. Non, c'est vrai que c'est là où, encore une fois, ça peut être compliqué dans la tête de beaucoup de personnes parce que est-ce qu'il faut que je prenne des compléments ? Est-ce qu'il ne faut pas que j'en prenne ? Est-ce que ça c'est bien ? Est-ce que ça c'est pas bien ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de compléments qui ont été étudiés, qui sont très utiles. Il y en a qui ont été étudiés et on a remarqué qu'il n'y avait pas d'intérêt et que, par exemple, la vitamine C, c'est quelque chose qu'on fixe très bien. Si tu manges suffisamment de fruits et de légumes dans ton alimentation, si tu n'es pas fumeur, tu n'as pas besoin de prendre un complément de vitamine C. Dans 90% des cas, si ce n'est plus. Le magnésium, comme je disais, c'est quelque chose qu'on élimine très facilement. Après, il y a des symptômes aussi, par exemple la paupière qui tremble un peu. Si tu te sens vraiment fatigué au réveil, si tu as des difficultés d'endormissement, on peut supposer que tu as quand même une carence en magnésium. Et généralement, quand tu prends le magnésium, ça te règle aussi pas mal de tes soucis. Au bout de combien de temps? Alors, le magnésium, c'est un complément que moi je conseille de prendre en tout temps. Ok. Donc, les premiers effets, tu l'as entre 15 jours, 3 semaines. Et Normalement, après... quand tu te donnes des délais si longs, il faut que tu dises juste avant. Alors, c'est très rapide. Entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'un des compléments que je conseille pas forcément d'arrêter parce qu'en fait, il n'y a pas de risque de surdosage dans l'organisme. Il y a des compléments que tu es obligé de cesser parce que tu as des risques de surdosage. Lesquels? Donc, le magnésium, tu le recommandes quasiment à tout le monde. Quasiment à tout le monde et de le prendre, on peut le prendre en continu. Comme les oméga 3 aussi et la vitamine D. C'est un peu les 3 piliers essentiels. Oméga 3, après, si les personnes ont une consommation de poissons gras, donc sardines, maquereaux, 2 fois par semaine, et qu'elles consomment des huiles riches en oméga 3 une fois par jour, donc colza, lin, noix, t'as pas besoin, normalement, de prendre des oméga 3, mais aujourd'hui, on consomme plus autant de poissons gras, donc c'est quand même intéressant d'en avoir aussi. Il y a un autre truc sur lequel je voulais te poser la question, c'était sur la créatine. Oui. On pense souvent que la créatine, c'est uniquement pour les sportifs qui font de la compétition de bodybuilding, mais il s'avère que, pour le coup, c'est un complément qui est ultra étudié, un des rares qui fasse autant consensus et qui puisse avoir des bénéfices globalement sur le tissu conjonctif, donc cartilage, tendons, ligaments, masse musculaire, donc muscle, pardon, mais aussi sur le système nerveux central. En fait, quand on prend de la créatine, on va prendre ça va aider à la sécrétion de la phosphocréatine qui va aider, elle, à la production de l'ATP. L'ATP, c'est des petites batteries qui nous apportent plein d'énergie. Et notre cerveau est rempli d'ATP. Donc forcément, si on a une très bonne source en fait, de créatine, eh ben, on aura aussi une meilleure sécrétion de l'ATP cérébrale. Et c'est pour ça qu'en fait, en sport, c'est aussi les sports de muscle, les sports notamment de renforcement musculaire avec des poids très lourds, c'est très intéressant parce que forcément, quand c'est comme ça va permettre d'apporter de l'énergie très rapidement et d'avoir de l'ATP en fait très rapidement. Donc bref, pour en revenir au cerveau, c'est vrai que c'est assez étudié. Il y a une étude qui est sortie pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre surtout chez les personnes alors entre 66 et 67 ans, enfin la soixantaine en gros, que justement c'était aussi très intéressant pour maintenir leur mémoire. Et avoir du coup une bonne mémoire. Donc c'est vrai que c'est l'un des compléments les plus étudiés aujourd'hui, même si on l'a beaucoup étudié dans le milieu du sport et que là maintenant on commence à être plus sur les études au niveau du cerveau. Pourquoi est-ce qu'on pense que souvent on dit que c'est mauvais pour les reins? Parce qu'à partir du moment où on a trop de protéines ou trop de créatine, ou voilà, en fait, on a ce sentiment d'accumuler les déchets et que c'est difficile à filtrer pour les reins. Et que ça peut faire des caillots ou des choses comme ça. Alors que du coup, en réalité, pas du tout. Chez une personne en bonne santé qui a des reins qui fonctionnent bien, il faut quand même boire suffisamment. Ça, c'est important. Et je pense qu'on ne le répète pas assez. Tout ce qui est associé à la peur d'abîmer ses reins par les protéines ou la créatine, si on boit suffisamment, en fait, ton débit d'urine va être correct. Et en fait, tu vas très bien filtrer. Donc, c'est important de boire assez. Par contre, évidemment, en dehors des pathologies rénales, on va vraiment déconseiller à ces personnes-là de prendre ce type de complément. Mais en dehors de pathologie rénale, il n'y a pas de problème de risque majeur pour le... Non, pas du tout. Sur le fait que certains disent que ça les fait gonfler? Ça, je pense que... Alors, est-ce que c'est réel ou non? Quand on cherche à faire... quand tu parles de gonfler, c'est musculairement parlant? Je ne saurais pas trop dire. Ouais. Je pense que c'est vraiment aussi une histoire... est-ce que c'est psychologique ou non? Peut-être prendre le terrain de la personne. Est-ce que c'est une personne qui s'est mise au sport ou non? Parce que généralement, la créatine, on le prend quand on fait du sport. J'ai rarement entendu une personne lambda qui prenait la créatine... Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a c'est plutôt une cause à effet, parce que forcément, quand tu mets à la musculation, tu as les muscles aussi qui vont gonfler, quoi. Pauline, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ta façon très didactique de nous amener avec toi dans ta passion. De nous amener avec toi dans ta passion.
C'est bon. Tu fais un bout de chemin avec nous-mêmes, mais dans ta passion. Je vous emmène avec moi Voilà, dans c'est ma ça. passion. C'est exactement. Vraiment, c'était hyper clair. Et on voit à quel point tu arrives à découper dans ta tête cette logique. Et comme l'estomac découpe les aliments en nutriments. C'est beau, c'est une belle conclusion. Donc, si vous voulez aller plus loin dans votre assiette, notre partenaire, le laboratoire NHCO, spécialisé en acides aminés, propose toutes les supplémentations dont nous avons parlé dans la vidéo. Donc, sur la créatine, sur le magnésium, sur le tryptophane, avec des compositions directement faites par des experts. Le site internet est disponible directement dans la description et si jamais vous voulez aller plus loin et avoir des conseils personnalisés, vous pourrez aussi vous faire accompagner par des pharmaciens et par des médecins spécialisés. Donc Pauline, merci beaucoup, c'était Merci vraiment à trop toi. bien. J'ai adoré ta façon d'expliquer les choses. Avec plaisir, merci pour l'invitation surtout. Tu reviendras pour un épisode 2 ? Oui, avec grand plaisir. Tu voudras nous parler de quoi la prochaine fois ? Alors, j'ai plein de choses, mais tu as dit le jeûne sur plusieurs jours, mais il y a plein d'éléments, plein de trucs sur l'alimentation hyper intéressants. Ouais, en tout cas, vous pouvez retrouver Pauline sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à tout hasard, un jour tu vas sortir un bouquin ? J'ai déjà sorti un livre. On peut le mettre en description, il On parle de peut quoi ? Les compléments alimentaires. Ah Tu l'as fait en partenariat avec NHCO ? Ouais, je parle beaucoup de NHCO et du coup avec Larousse, et il est disponible partout. Donc, Alors, elle est pas rousse, elle est brune au burn. c'est Et elle a un vrai. prénom, c'est Chloé. Je trouve Chloé, que c'est vrai. désolée, mais je confonds toujours, je suis un peu daltonienne. Putain, voilà. Non mais tu me cherches. Avec la rousse. Je vais pas m'en sortir. On a fait que des blagues nulles. Qui a été plus nul en blague Pauline ou moi ? Dites-le nous en commentaire. À la prochaine.